Salut à toutes et à tous. Aujourd'hui on se retrouve pour parler ensemble du 7e livre du Sorceleur, le dernier de la saga principale, il faut bien le noter, parce que le 8e n'est pas vraiment la suite, c'est un sidequel comme dit l'auteur, c'est-à-dire une suite qui se déroule en préquel de la saga principale. Avec ce 7e livre, j'ai beaucoup eu de mises en garde de votre part, soit on me disait que c'était un excellent livre, ou bien que c'était un livre plutôt décevant. J'ai pas eu vraiment de personnes qui m'ont dit qu'ils l'ont trouvé bien sans plus ou moyen, il n'y a pas vraiment de juste milieu à ce niveau-là. Est-ce que c'est dû au fait qu'il s'agit du tome de conclusion? Peut-être, je vous avoue que des fois, quand il est à la fin d'une saga, ça peut décevoir, mais beaucoup disent que parfois le meilleur est pour la fin, donc c'est peut-être ce sentiment-là qui pourrait expliquer le fait que on m'ait tantôt recommandé ce livre ou tantôt mis en garde contre ce livre qui serait soi-disant décevant. Pour ma part, qu'est-ce que j'en ai pensé d'une manière globale avant de rentrer dans le spoil? D'ailleurs, je précise, petite alerte spoil, si vous n'avez pas lu ce livre, bien entendu, il faut l'avoir lu pour être à jour. Et oui, parce que je vais devoir rentrer dans le détail, forcément, il se passe tellement de choses dans ce dernier livre qu'il faudra que je rentre dans le détail pour vous analyser tout ça. Globalement, qu'est-ce que j'ai pensé de ce livre? Eh bien, je vais plutôt me situer du côté de ceux qui ont aimé. Alors je vais pas non plus dire que c'est le meilleur tome et que c'est mon préféré, loin de là, au contraire. Ce 7e livre est très intéressant parce qu'il fait beaucoup de va-et-vient, chose qui m'avait dérangé dans le précédent parce que j'arrivais pas totalement à identifier qui était quoi. Là j'étais un petit peu plus préparé dans le sens où je savais à quoi m'attendre, je me disais bien que le livre 7 allait avoir encore ce schéma narratif, et ce fut le cas, et ça ne m'a pas plus dérangé que ça parce que là j'ai trouvé que c'était cohérent et qu'on suivait toute l'histoire d'une manière assez simple, en faisant bien entendu ces fameux va-et-vient, mais sans être totalement dérouté. Ce 7e livre devait conclure la saga et nous proposer vraiment des réponses à toutes les questions qu'on avait, chose qu'il a fait, donc ça c'est une très bonne chose. En plus, le livre nous permet d'avoir peut-être les meilleurs chapitres de la saga, notamment 2 grands chapitres de bataille qui à mon sens sont peut-être les meilleurs de la saga, mais à côté, il y a quelques petits chapitres qui m'ont légèrement déçu. Alors c'est vrai qu'à chaque fois que je mets en avant un point négatif, les gens ont l'impression que j'ai détesté le livre, alors que ce n'est pas du tout le cas. Peut-être que je suis aussi exigeant avec la saga et que je me permets un jugement de valeur sur certaines choses, alors que je ne devrais pas. Mais en tout cas, certains chapitres m'ont quelque peu dérangé, dans le sens où j'avais l'impression que c'était de la rallonge. On rallongeait beaucoup l'histoire pour ne rien raconter, ou bien c'était rallongé uniquement pour tirer sur la longueur, alors que l'on pouvait aller à l'essentiel bien plus rapidement en l'espace de quelques pages, et je dois dire que c'est ça qui m'a un petit peu dérangé, surtout dans les premiers chapitres de ce livre. Sur la fin ça se voyait un petit peu moins, mais les 3, 4, 5 premiers chapitres, franchement des fois... j'avais envie de passer certaines pages, tellement que j'en pouvais plus, mais c'est du descriptif, l'auteur nous a assez habitués à ce genre narratif là aussi, et ces descriptions amènent toujours à une action qui est bien entendu très bien maîtrisée. Comme c'était le dernier livre, peut-être que j'attendais beaucoup trop d'action et de réponses et de dynamisme, alors que la première partie du livre était bien plus calme, posée, à l'inverse des derniers chapitres, où toutes les histoires vont s'emmêler et s'enchevêtrer pour ne former plus qu'une seule trame principale, celle de Ciri, bien entendu. Ciri qui apparaît peut-être même comme le personnage principal de ce livre, parce que Geralt, au départ, il est assez en retrait. Yennefer, malheureusement, on la verra très peu. Je regrette un petit peu là aussi parce que j'aimais beaucoup le personnage, mais ça participe aussi à l'éveil de Ciri progressif et à son avancée dans l'histoire. Le fait qu'elle grandisse, qu'elle était une adolescente et que là elle est pratiquement une jeune femme. Et c'est vraiment une très bonne chose là aussi de montrer cette évolution du personnage qui va prendre encore plus d'importance au fur et à mesure de l'histoire. Je vais revenir surtout sur les grands aspects de ce livre qui m'ont vraiment le plus intéressé. Il y a vraiment 5 grands moments qui se dégagent de ce livre. Tout d'abord le premier, avec Ciri qui expérimente son pouvoir, avec notamment la Dame du Lac qui fait des va-et-vient. La deuxième partie qui est un petit peu plus courte mais tout aussi intéressante, avec Geralt et sa troupe qui arrivent dans la région de Toussaint. La troisième partie qui est quant à elle plus concentrée sur la grande bataille, parce que oui, effectivement, il y a une énorme bataille qui occupe tout un chapitre et vraiment très bon chapitre. La quatrième partie quant à elle, c'est plutôt la bataille d'une manière un peu plus restreinte où tous les personnages vont se rejoindre. Et enfin la dernière partie qui est plutôt concentrée autour des séquelles post-bataille. Cette dernière partie est donc l'occasion de régler toutes les histoires, de terminer la saga et de proposer une conclusion à toutes ces intrigues. La première partie, et c'est ça qui est assez paradoxal, c'est celle avec laquelle j'avais le plus d'attentes
Et au final, c'est celle qui m'a peut-être le plus déçu parce que j'attendais beaucoup plus de réponses. On avait beaucoup de descriptions, beaucoup de détails. C'était bien hein, pour ceux qui kiffent la description et les détails, tant mieux pour vous. Moi, c'est pas forcément mon truc. Je préférais que ça soit beaucoup plus rapide et beaucoup plus péchu. Ça s'est accentué sur un chapitre où Ciri vraiment voyageait et faisait des va-et-vient sur les mondes différents. On va y revenir. Mais le gros de la première partie avec Ciri, c'était d'une manière assez brève qu'elle arrive sur un monde qu'elle ne connaît pas, le monde des ANL, ce sont des espèces d'elfes primaires, les elfes pure race, pure souche si vous voulez, et elle va rencontrer plusieurs personnages qui vont lui raconter des histoires, qui vont lui dire qu'elle est du sang ancien, mais aussi lui dire qu'elle doit avoir un enfant avec le roi des ANL, afin de payer un petit peu la dette si je puis dire. C'est un don qu'on lui a fait, et ce don bien sûr il faut le payer, et Ciri refuse, puis après elle accepte, elle va poser des questions, puis elle va rencontrer le mec de la chasse sauvage Eredin, qui est un personnage très froid et qui cache son jeu. J'ai l'impression qu'il ne veut pas tout dire à Ciri et justement j'aurais aimé savoir quel était son but. Pourquoi il se promène avec la chasse sauvage, pourquoi il fait ça, pourquoi il va à gauche et à droite dans les mondes. Alors il dit qu'il veut chercher absolument le sang ancien, qu'il capture des gens de temps à autre et qu'ils les font réapparaître 20 ans plus tard alors que tout le monde est mort. Alors je sais très bien qu'il a été beaucoup plus développé dans le 3e jeu vidéo, mais là, dans le livre, je m'attendais à bien plus de substance. Alors c'est une petite déception bien sûr, mais après on en apprendra beaucoup plus sur la licorne. Alors je me rappelle avec le tome 4, j'avais dit dans mon analyse que le chapitre de la licorne, j'avais rien compris, mais je savais qu'il était important, et effectivement, si je pouvais revenir dans le passé et me mettre des claques, forcément je m'en mettrais, mais ce chapitre avec la licorne, eh bien il prend tout son sens à la lumière des explications qu'on nous fournit, notamment le fait que les ANL se sont emparés d'un monde, qu'ils ont tué tous les habitants, et qu'ils essayent de berner Ciri en lui faisant croire des choses, et c'est là que la licorne entre en jeu et va accompagner Ciri vers cet échappatoire, où elle pourra enfin quitter ce monde et retrouver Geralt, Cahir, Milva et compagnie pour vivre ses vraies aventures, parce que là j'ai l'impression qu'elle fait vraiment du surplace. Et ce qui est assez intéressant là aussi, mais qui pêche un petit peu par un manque de rythme, c'est toute l'intrigue du palais, avec notamment le roi des ANL qui se fait un petit peu manipuler par Eredin et compagnie. C'est pas mal, mais voilà, ce livre, j'ai l'impression que c'est comme un diesel, il faut un petit peu le chauffer au départ, et puis une fois qu'il est bien chaud, ça démarre, et là on peut plus l'arrêter. C'est vraiment le résumé que je ferai de ce livre. Hein. Et lorsqu'elle va s'enfuir, Ciri, elle va voyager de monde en monde. Ça, c'était peut-être un chapitre vraiment très bien, même si on avait cet aspect rapide et dynamique, parce que les sous-parties du chapitre s'enchaînaient très rapidement, et ça accentuait et ça participait vraiment à cet aspect de voyage dans le temps, où Ciri arrivait, hop, ah non, ce monde il est plus vieux, je dégage, je vais ailleurs. Hop, elle arrivait, ah non, ce monde il n'y a que des cadavres, et elle repartait. C'était souvent 5-10 lignes, une page, 2 pages grand max, et puis hop, on passait à un autre monde. C'était vraiment très bien ce chapitre, notamment le petit passage avec le Pépé des Bois, le vieux pervers là qui tuait les enfants, qui les violait, qui les bouffait, qui a essayé de tuer Ciri, mais Ciri elle a été plus maligne que lui. Donc là aussi, on se rend compte qu'en voyageant, elle va modifier certaines choses, et ça va déclencher des cataclysmes qu'elle n'aura pas forcément voulu causer, mais que indirectement, en dégâts collatéraux de ces voyages, elle va causer, comme par exemple l'histoire de la puce qu'elle ramène. Je ne me rappelle plus si Ciri elle a la puce sur elle ou si elle est sur le cheval. C'est une puce vectrice d'une maladie. Elle va passer dans le monde, le vrai monde, à Nilfgaard, et elle va contaminer d'autres animaux, et plus tard vous verrez que malheureusement la puce elle aura causé beaucoup plus de dégâts que ça. Donc Ciri indirectement, elle est un petit peu vectrice de la mort aussi, et ça participe vraiment à ce côté personnage qui a une grande destinée et qui fait des choses, mais qui maîtrise pas totalement son pouvoir, et à cause de ça, elle va causer des dommages irréparables malheureusement. La deuxième partie, c'est peut-être la plus amusante de toutes, parce qu'on a Geralt et sa compagnie qui arrivent à Toussaint, donc une très belle région, très fertile, avec des beaux châteaux, c'est très coloré, il y a du vin, il y a de la bouffe gratuite, c'est vraiment super. Ils n'arrêtent pas de penser à la bouffe, à faire la fête, à forniquer à gauche à droite avec Fringilla et compagnie. C'est vraiment très sympa cette partie. Et on a Geralt qui est un peu manipulé par Fringilla,
Mais Fringilla, j'ai pas saisi en fait c'est vraiment ses enjeux. Alors je sais qu'elle voulait faire gagner du temps, essayer de tirer des informations à Geralt, notamment sur Ciri, sur Vilgefort, parce que derrière il y a le chapitre des magiciennes qui s'était fait détruire mais qui est toujours là officieusement si on peut dire. Et Fringilla, j'ai l'impression qu'elle joue un double jeu et ça m'intéresse beaucoup d'avoir un personnage qui est un peu contrebalancé comme ça et j'ai vraiment beaucoup apprécié ce personnage et le jeu qu'elle menait autour de Geralt. Ensuite la troisième partie, c'est celle qui m'a le plus intéressé et même le plus alpagué si je puis dire, c'est le chapitre de la grande mais immense bataille entre Nilfgaard d'un côté et les armées des royaumes du nord de l'autre. D'abord la bataille elle nous est présentée parce que on a Jarl, un des jeunes du temple de Nennec où Ciri s'entraînait au tout départ de l'histoire, qui décide de quitter le temple et qui va s'engager dans l'armée pour rejoindre Ciri, pour montrer qu'il est un homme courageux et brave et qu'il ne reste pas juste prier dans un temple. Et d'abord la bataille nous est racontée un petit peu en manière externe où on va voir Jarl qui se prépare, qui fait le recrutement, qui trouve des amis, des compagnons de route mais c'est des vauriens. C'est assez marrant aussi de se voir que on peut dédramatiser un petit peu la guerre mais par derrière eh ben, la réalité de la guerre rattrape forcément parce que on vit la bataille à travers les yeux de plusieurs protagonistes. Alors tantôt c'est un soldat, tantôt c'est des éclaireurs, une fois c'est le roi Foltest ou son ambassadeur, un moment c'est les magiciens, les magiciennes, les médecins. Les médecins, on va beaucoup passer du temps avec les médecins parce que bah, c'est eux qui reçoivent le flux de morts, de blessés et ça c'est très intéressant parce qu'on voit que les médecins ont une manière différente de réagir. Alors il y a les petites jeunettes qui pensaient qu'elles allaient juste soigner des beaux chevaliers qui étaient un petit peu blessés, qui avaient une petite égratignure et quand elles voient les mecs arriver avec les viscères à l'air, les yeux complètement éclatés, une épée dans le ventre et tout, elles commencent à vomir, à dégueuler partout. C'est vraiment la barbarie et la boucherie totale. Et ce chapitre m'a beaucoup plu, alors non pas parce que voilà, j'adore voir des viscères et compagnie, mais se plonger dans le quotidien des médecins, bah, c'était très intéressant parce que, comme je vous ai dit, chacun a une manière différente de réagir et on voit qu'en fonction aussi de l'expérience de chacun, eh bien chacun aura un certain recul ou une certaine façon d'agir par rapport à d'autres. Par exemple, le médecin, à un moment, le médecin en chef, il va refuser de prendre en charge un compte parce que les soldats disent oui, il faut que vous vous occupiez du compte, on s'en fout des soldats, occupez-vous du compte, il est plus important. Et le médecin il dit clairement bah écoutez, le compte il s'est juste fait planter une épée dans la cuisse, c'est pas très grave. Alors qu'à côté il y a des personnages qui ont perdu un bras, à qui il faut couper le bras, qui sont complètement éventrés et tout, et on voit qu'il y a un ordre de priorité et c'est très intéressant de voir cette psychologie justement de ce personnage qui m'a beaucoup marqué. Je me rappelle plus de son nom du médecin mais franchement très bien ces chapitres, d'autant plus qu'à un moment il y a carrément l'armée de Nilfgaard qui débarque dans le camp des alliés et il y a des elfes qui débarquent dans l'infirmerie et ils voient qu'il y a des blessés partout donc ils commencent à planter 2-3 blessés et tout. Là aussi où c'était très intéressant c'est que les elfes quand ils voient qu'il y a des soldats nilfgaardiens qui sont à terre ou des fois des elfes, eh bien ils se rendent compte qu'en fait le médecin il s'en fiche de savoir quel camp tuer. Le médecin lui le plus important c'est sauver des vies. Clairement, mais c'est un principe de base, hein, j'ai envie de dire. Hein. En plus, cette bataille, de la manière dont elle est racontée, on vit vraiment tout à la minute. C'est-à-dire qu'on voit les ailes qui sont débordées, on voit la cavalerie qui charge, on a les éclaireurs qui disent « mince, le roi, il va se faire déborder », le roi qui arrive et qui dit « envoyez la cavalerie, j'en ai rien à faire », t'as les Nilfgaardiens qui sont là en mode « oui, ce n'est plus qu'une question de minutes, on va tout péter », mais au final, derrière, tu as l'armée de Kaedwen et de Redania qui arrivent pour complètement détruire l'armée de Nilfgaard, et on a des petits combats aussi qui sont très intimistes et vraiment très bien racontés. Et c'est là justement que je me dis que ce chapitre est peut-être le point culminant de l'écriture de Sapkowski. C'est là que j'ai vraiment compris qu'il réussissait à faire quelque chose en mélangeant tous les points de vue et qu'on arrivait à un ensemble cohérent. C'est très bien écrit et vraiment ce chapitre, il n'y a rien à dire, il est excellent. D'autant plus qu'à la fin, il se conclut sur le destin de tous les médecins, donc il y en avait 4. Il y avait Shani, donc Shani c'est un personnage assez connu des joueurs du Witcher. Hein. On apprend qu'elle a vécu plus de 70 ans après la bataille et qu'elle deviendra même la grande doyenne de l'académie de médecine de l'académie d'Oxford. À côté, on va avoir un destin peut-être plus tragique dans le sens où
indirectement les personnages ont été tués par Ciri. On a le médecin principal et une autre infirmière qui eux, on apprend, vont mourir 1 an plus tard ou 2 ans plus tard à cause d'une maladie qui a été donnée par une puce, hein, on sait pas quoi, et c'est là qu'on se rend compte qu'en fait que Ciri, elle a indirectement provoqué une grande épidémie à cause du fait d'avoir voyagé dans le temps et ramené cette fameuse puce. Et moi je suis revenu en arrière, je suis revenu au passage où Ciri avait balancé la puce et il donnait le nom du bateau et il marquait quelque chose du style le bateau Untel, un bateau qui rentrera dans les annales d'histoire. Et en fait, j'ai compris très bien pourquoi il est rentré dans les annales, c'est parce que la puce, elle s'est exportée avec ce bateau et elle a contaminé un petit peu tout le continent. Donc là aussi, c'est assez dramatique de se dire que c'est les actions de Ciri qui, indirectement, vont tuer des personnages aussi nobles. Elle a causé indirectement tant de dégâts, alors qu'elle n'est peut-être même, sans doute, visiblement pas au courant d'avoir causé tout ça. Ensuite, la 4e partie est quant à elle celle qui m'a aussi très intéressé, c'était la bataille autour du château de Vilgefortz, où tous les personnages vont se regrouper pour arriver à sauver Yennefer, qui est prisonnière de Vilgefortz, qui lui fait subir les maux les plus abominables. Et en fait, eh bien, il n'y a pas que Vilgefortz qui est là-bas, il y a aussi Leobonard, hein, le fameux tueur de sorceleurs, le tueur à gages, assassin, pervers, tout ce que vous voulez, le cauchemar de Ciri, voilà, on va l'appeler le cauchemar de Ciri. Et à l'inverse du chapitre précédent qui était une bataille de grande envergure, cette fois-ci on va avoir des affrontements bien plus étriqués dans des couloirs, dans des salles, on ne va pas avoir vraiment une bataille immense comme on aurait pu s'attendre, et c'est peut-être mieux parce que ça donne une autre dimension à cet affrontement. On a Vilgefortz qui va donner ses motivations, et en fait il voulait récupérer du placenta de Ciri pour dominer le monde et récupérer son pouvoir, voyager dans les mondes, se faire vénérer comme un dieu, être un dieu aussi indirectement. Il a vraiment changé de psychologie au fur et à mesure de l'histoire parce qu'au départ c'était plutôt quelqu'un de gentil, mais à un moment précis il a vrillé et je pense qu'il a compris que Ciri avait un pouvoir et qu'il pouvait l'exploiter. En plus il a une partie du visage qui est complètement bouffée parce que Ciri a fait le portail et ça a fait une petite explosion dans le livre 4, donc il a aussi une certaine rancœur contre Ciri, ce personnage. Leobonard aussi a une rancœur contre Ciri parce qu'elle lui a échappé. On n'échappe pas à Leobonard, hein, c'est un tueur à gages et si on lui échappe, ça veut dire qu'il a fait un défaut de vigilance et ça lui plaît pas. Parce que pour lui, admettre une défaite, c'est le pire possible. Hein. Il va pas admettre une défaite, hein. Il va dire ouais, j'ai fait exprès de te laisser partir pour te rechoper plus tard, plutôt que de dire ouais, tu m'as échappé parce que j'étais mauvais. Hein. Et ce chapitre est l'occasion de malheureusement assister à la mort de beaucoup de personnages. Mais là où c'est très bien écrit, c'est que chaque mort de personnage est accompagnée d'un flashback, et ce flashback va nous permettre de comprendre un petit peu les motivations de certains et certaines, savoir pourquoi ils ont été comme ça. Par exemple, à un moment, malheureusement, on va perdre Milva qui va se faire tuer par plusieurs flèches, et elle va nous montrer à travers les yeux de son flashback que en fait elle voulait tirer à l'arc pour faire plaisir à son père et lui montrer qu'elle était capable de tirer à l'arc, et on comprend pourquoi c'était une grande chasseuse et pourquoi elle aimait tant l'arc. Et voilà, ça permet aussi de rajouter une dose de personnel et de tragique à la mort de certains personnages, comme par exemple Angoulême aussi qu'on va perdre, Cahir qu'on va perdre, ou Cahir par exemple, je me rappelle, on va apprendre qu'il détestait les Nordlings parce qu'ils avaient tué son frère et qu'il n'avait pas le droit de veiller sur le corps de son frère, qu'il n'avait pas le droit de le voir non plus, parce que ce n'était pas dans la tradition de sa famille. C'est là qu'on va voir qu'il y a une certaine culture de la haine qui s'ancre en lui, qui se fait une espèce de cocon aussi. On perd beaucoup de personnages dans ce chapitre, et franchement il fallait s'accrocher. Au bout d'un moment je me suis dit mais ça va s'arrêter quoi, parce que Milva, Angoulême, Cahir, Régis, oui, le vampire se fait éclater, hein. On perd énormément de personnages dans ce chapitre. Vilgefortz aussi, une énorme bataille avec Vilgefortz, qui se fait complètement exploser la tronche par Geralt, Yennefer, Ciri. Tout le monde est sur Vilgefortz et on sent vraiment que le personnage était tout puissant à la fin et qu'il aurait pu causer des dommages absolument mais incroyables. Donc l'affrontement de Vilgefortz était très bien écrit, c'était très dynamique, vraiment très prenant. Pareil pour l'affrontement de Leobonard, j'avais l'impression que c'était le loup-garou qui arrivait vraiment dans les couloirs pour défoncer tout le monde, parce que Ciri, quand elle débarque, elle est choquée en mode « Ah non, c'est Leobonard, son cauchemar ». Et Leobonard, il va assassiner donc Cahir, il va finir Angoulême qui meurt un petit peu aussi blessée parce qu'elle avait été blessée par d'autres soldats. Quand elle est piégée face à Leobonard, je me suis dit « Non, c'est pas possible, si elle se fait avoir là aussi ».
mais comme elle maîtrisait bien son pouvoir, elle a réussi à la voir à ce niveau-là. Elle va se rappeler de son entraînement dans le livre 3, et là, elle va arriver à vaincre Léo Bonnard d'une manière absolument magistrale. Le personnage, il est à terre, il est en train de chialer limite, et quand elle lui dit « non, tu mérites même pas la mort, je m'en vais », et qu'il veut l'assassiner, et qu'elle savait qu'il allait faire ça, là, c'était la jouissance totale quand elle a défoncé Léo Bonnard. Pourtant, c'était un personnage que j'aimais beaucoup, mais ça fait plaisir aussi de voir les enflures crever dans ce livre. Malheureusement, ça contrebalance pas forcément toutes les pertes humaines qu'on a eues dans ce chapitre. Donc voilà, j'étais très content de ce livre, mais c'est vrai que, waouh, Sapkowski, il est allé vraiment comme un bourrin à la fin. Et ce chapitre est aussi l'occasion de lever le voile sur l'identité et la disparition des parents de Ciri. Par exemple avec Emhyr var Emreis, qui est en fait son vrai père. On a quand même compris l'essentiel et on a vraiment compris quels étaient ses objectifs, pourquoi il faisait ça. Donc c'était vraiment très sympa, cette fin avec l'empereur qui arrive. Ça permettait un petit peu de dédramatiser toute la scène, alors qu'on venait de perdre énormément de personnages et que là, on s'est dit, ouais voilà, fallait des réponses et on a eu les réponses qu'on voulait, donc c'était vraiment une très très bonne chose de la part de ce chapitre. Et enfin, la dernière partie, c'est celle que j'ai appelée la partie des règlements de compte, où les personnages vont conclure leur histoire suite aux 2 grandes batailles. On a Ciri qui revient sur les endroits où elle a vécu avec les rats. Elle va par exemple détruire l'auberge où elle s'était battue dans l'espèce d'arène. Elle va aussi régler certains comptes, elle va voir la tombe de ses anciens amis. Elle va même apprendre que certains personnages qui sont aujourd'hui décédés ont enterré les rats et qui les ont un petit peu traités d'une bonne manière, alors que Léo Bonnard n'avait rien à faire de leurs cadavres et qui les avait balancés comme ça dans une fosse. Donc là aussi, c'est assez émouvant de se dire, voilà, on revient un petit peu sur le passé de Ciri, on revient sur ce qui l'a fait devenir ce qu'elle est maintenant, et même elle veut tourner la page et elle veut avancer, et elle veut clôturer certaines histoires qui étaient restées sans fin. À l'inverse du dernier, où on revient avec Geralt qui va à Toussaint pour chercher Jaskier, et c'est là que Geralt va lui apprendre la terrible nouvelle, la disparition donc de Cahir, de Milva, de Angoulême et tout. Il décide au final quand même de revenir à Rivia, donc sa patrie d'adoption, c'est apparemment sa patrie natale. Sur place, il y a une immense rixe qui se déclenche entre des nains et des humains. On voit aussi que les Nilfgaardiens qui s'étaient installés dans cette région conquise sont repoussés et se font cracher dessus par des soldats. Donc c'est un petit peu l'agresseur agressé, quoi, si je puis dire. Donc c'est assez paradoxal de se dire ça, de se dire voilà, les Nilfgaardiens ils ont été installés là, ils ont pris des colonies, ils ont fait vivre l'économie, ils ont développé l'agriculture et ils sont chassés comme des sauvages. D'autant plus que j'ai beaucoup aimé donc la fameuse rixe comme je disais, et Geralt va se faire exploser complet, il se fait planter et il meurt, oui il meurt, Geralt meurt, mais il y a Ciri qui débarque de nulle part avec la licorne et elle va sauver Geralt, mais la fin, c'est assez étrange la manière dont c'est écrit parce que j'ai l'impression que chacun peut interpréter comme il le veut, parce que Geralt il se réveille avec Yennefer et il sait pas où il est, c'est un bel endroit, on sait pas s'ils sont au paradis, s'ils ont accepté de mourir ensemble, s'ils ont été déplacés dans un autre monde ou si c'est une réalité alternative. Ciri, elle revient dans une autre réalité, elle devient la Dame du Lac dans la région de Camelot, la région du roi Arthur, où elle rencontre, je crois que c'est Lancelot qu'elle rencontre, ou Perceval, je me rappelle plus. Là aussi, c'est un petit peu chacun se fait sa propre idée sur la fin, donc vraiment, ce dernier chapitre, il m'a vraiment plu, mais je ne sais pas trop quoi en penser en fait. Je sais pas dire si j'ai détesté la fin ou si j'ai adoré, j'ai pas d'idée. J'ai pas d'idée. C'est vrai que c'est bizarre et c'est paradoxal et c'est peut-être pour ça que ce livre j'ai bien aimé mais que j'ai certaines réserves. C'est que j'ai l'impression qu'il tranche pas sur certaines choses et que c'est au lecteur de se faire son propre avis. Mais j'aurais peut-être préféré que ça soit beaucoup plus directif. Alors est-ce que c'est parce que les précédents livres étaient comme ça? Voilà, c'est ça qui m'a un petit peu manqué sur la fin, c'est que j'aurais aimé vraiment savoir à quoi m'attendre. C'est-à-dire, est-ce que Geralt il est en vie ou est-ce qu'il est mort? Pas entre deux. C'est ça que j'aurais aimé savoir. Voilà. Qu'est-ce que je peux dire sur ce dernier livre? Foncez, tout ce que je peux vous dire c'est foncez, et voilà, ça fait partie de la saga, c'est une bonne conclusion, mais voilà, je suis un peu indécis parce que je sais pas trop quoi en penser de la fin. Donc j'espère quand même que cette vidéo vous a plu.
peut-être. Voilà, j'espère que j'ai pas été un peu brouillon. Voilà, j'ai pris moins de notes cette fois-ci, je me suis plus laissé porter par mes émotions parce que c'est la fin et je voulais un petit peu laisser voir comment j'organisais tout ça et comment j'en parlais. Si vous êtes en accord avec certaines choses que j'ai dit ou si vous avez une interprétation différente de la fin ou de certaines parties ou que vous avez détesté ou adoré ce livre, n'hésitez pas à vous manifester là aussi, ça me fera une joie de vous lire. Je vais retourner à la lecture du 8e tome et en attendant, n'hésitez pas aussi à checker la description si ce t-shirt vous a plu et on se dit à la prochaine pour d'autres vidéos analyses sur la lecture du Sorceleur. Merci à vous d'avoir écouté jusqu'au bout et à très bientôt, salut!